Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo qui va porter sur le budget de l'une de mes abonnées. C'est une rubrique que l'on fait régulièrement sur ma chaîne depuis environ un an et chaque mois j'essaye d'en poster à peu près 2, parfois juste 1. J'essaye d'en poster le plus possible en réalité parce que j'en reçois pas mal. C'est pour ça qu'en ce moment je ne cherche pas à en recevoir plus, tout simplement parce que j'en ai beaucoup à faire. Dans tous les cas, je ne peux pas faire le budget de tout le monde. J'essaye de regrouper les budgets qui peuvent se ressembler derrière un budget qui peut les représenter. Dans tous les cas, on est tous différents par rapport au budget, c'est bien de le garder en tête. Et évidemment, aucune situation ne pourra être identique à celle de quelqu'un d'autre. Également, le budget du jour va parler de santé mentale, de maladie mentale. Et donc je vous demande, tout comme d'habitude, d'être particulièrement bienveillant dans les commentaires. Il ne s'agit pas d'un tuto ou simplement d'un budget sur lequel on doit débattre ou quoi que ce soit. C'est simplement le partage d'expérience de mon abonnée qui vous montre comment elle gère son budget. Ça peut inspirer des personnes qui ont un budget similaire ou une situation qui peut y ressembler, même si évidemment ce qu'elle fait, tout le monde ne pourra pas le faire et inversement, puisque c'est son cas à elle. Donc merci de ne pas partir sur des débats autour de ce qu'elle devrait faire. Également, puisque l'on va parler de maladie mentale, il ne faut pas oublier que ce n'est pas parce qu'on a la même maladie que quelqu'un qu'on vit de la même manière. C'est pas parce qu'on connaît quelqu'un qui a cette maladie et qui vit très bien, qui peut travailler par exemple, que c'est le cas de tout le monde. Donc merci de ne pas projeter sur mon abonné. C'est toujours un petit peu stressant de partager son budget, c'est pour ça que souvent je propose aux gens de choisir un pseudonyme pour ne pas se sentir directement concerné s'il y a des commentaires qui peuvent être maladroits, mais je vous demanderai de rester bienveillant. Je sais qu'à 99% ma communauté est très bienveillante, donc merci d'avance à vous pour les messages soutenants que vous laisserez peut-être sous cette vidéo. Nous parlerons donc aujourd'hui du budget de Nelly qui a 34 ans et qui gagne 965,30 € par mois puisqu'elle touche l'allocation adulte handicapé. Elle est bipolaire et a également des troubles anxieux ainsi qu'un stress post-traumatique. Donc comme elle me le disait dans le mail, ça fait quand même un sacré package qui vient se combiner. Donc forcément c'est pas ce qui rend la vie la plus facile, en tout cas dans son cas. Et nous allons voir comment elle gère tout ça. Après ses études de droit, elle a finalement décidé de ne pas travailler dans ce domaine et a choisi d'exposer des photos. Donc elle en a vendu, elle a travaillé dans ce domaine sans être embauchée ou sans faire de stage par exemple, puisque c'était compliqué pour elle au niveau de ses troubles de l'humeur. Elle a aussi fait pas mal de jobs ponctuels, mais c'était compliqué également de les inscrire dans la durée, puisque au niveau de la gestion des horaires et de plein de choses, c'était un petit peu compliqué par rapport à sa maladie. Elle avait une épargne de côté jusqu'à il y a environ 5 ans où elle a eu une histoire d'amour qui se passait entre la France et les États-Unis, qui l'a poussée à prendre beaucoup de billets d'avion, et en parallèle de ça elle avait énormément de frais médicaux à ce moment-là qui ont totalement vidé son épargne. Et donc après ça, avec son épargne totalement vidée, elle a fait le choix de revenir vivre chez ses parents. On peut parfois avoir l'image en tête assez cliché du fait que revenir chez ses parents ça peut être compliqué, ça peut être un retour en arrière, mais dans son cas c'est une très bonne expérience. Elle a accès à un espace, elle a accès à un jardin, il y a des animaux, il y a de la nature, donc pour elle c'est vraiment ressourçant. Mais également dans leur quotidien ils ont mis en place plein de systèmes pour s'entraider, pour miser sur le partage, pour finalement essayer de s'alléger mutuellement leur charge mentale. Elle va par exemple cuisiner pour alléger la charge mentale de sa mère en cuisine, avec son père ils vont s'occuper du jardin. Et parfois le fait de vivre chez d'autres personnes c'est pas forcément peser sur eux, ça peut tout simplement leur apporter quelque chose aussi. Si l'espace est suffisamment grand, bien évidemment, on n'a pas tous la possibilité de retourner vivre chez nos parents, que ce soit en termes d'entente ou que ce soit en termes de mètres carrés ou de plein d'autres critères qui peuvent jouer. Dans son cas ça se passe bien et c'était finalement quelque chose qui se déroule bien pour tout le monde. Elle participe également à son échelle aux charges financières, donc ça lui permet aussi d'amener sa contribution, sachant que là ses parents l'ont énormément aidée dans cette situation par le fait de pouvoir l'accueillir, donc elle souhaite vraiment pouvoir épargner pour leur rendre l'appareil plus tard si jamais ils en ont besoin. Et je trouve que c'est très beau d'être dans cette dynamique et de pas forcément diaboliser le fait de vivre ensemble. Ça veut pas dire que c'est pour tout le monde, mais parfois ça peut totalement s'intégrer dans un bon quotidien, un quotidien serein. Et le fait de mettre en commun des espaces, de mettre en commun globalement dans la vie, que ce soit en famille ou pas, mais de partager des espaces, c'est aussi quelque chose qui peut être très écologique et qui peut être très intéressant sur le plan humain, relations sociales, donc ça peut être à penser. Ses parents sont propriétaires depuis plus de 20 ans de leur maison, ils sont fonctionnaires, bientôt à la retraite mais pas encore. Et au quotidien finalement ils mettent pas mal de choses en commun,
pour essayer de réduire un petit peu les dépenses. Par exemple, avec sa mère, elles vont s'acheter des vêtements en commun qu'elles vont se partager. C'est aussi quelque chose qui peut se penser, surtout pour les vêtements un petit peu dont on n'a pas besoin tous les jours, ça peut être bien de les partager, mais même si on a la chance de faire la même taille, ça peut être très pratique de partager des choses. Avec son père, ils vont se mettre en commun aussi pour acheter des livres qu'ils ont envie de lire par exemple, se les échanger, se les partager, ça évite de produire 2 fois plus d'objets et c'est une bonne manière aussi d'agir sur son impact écologique, ce qui est quelque chose de très important pour Nelly également. Et Nelly me précisait également dans ses mails que l'hiver pour elle est souvent associé à une longue période de dépression pendant laquelle elle ne sort pas beaucoup de chez elle, donc c'est important de le préciser aussi pour avoir un petit peu un contexte, parce que parfois quand le handicap ne se voit pas tellement ou ne se ressent pas, même à travers le budget on ne le ressent pas forcément, on a tendance à l'oublier et ça peut être bien de le rappeler. Nous allons passer à la catégorie des dépenses. Donc bien évidemment le budget de Nelly va être facilité par le fait qu'elle ne paye pas de loyer ou de charges liées à l'habitat, mais ça met aussi, je trouve, en avant le fait que vivre avec 965 € par mois, quand en plus on a un handicap qui parfois peut entraîner des frais de santé aussi, c'est pas forcément évident. Donc heureusement dans son cas qu'elle n'a pas besoin d'en payer. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde et qu'il y a beaucoup de gens qui doivent s'en sortir aussi avec un tel budget tout en payant un loyer, mais c'est pas parce que c'est plus difficile pour certains que c'est facile pour d'autres et que pour pouvoir correspondre totalement à l'expérience, on doit se mettre en difficulté volontairement. Si elle a la chance de pouvoir être chez ses parents, c'est très bien qu'elle en profite et ce serait au contraire dommage de ne pas y aller. Donc je le précise par rapport à tout commentaire qu'il pourrait y avoir par rapport à ça. J'en ai parfois également sur les commentaires remettant en cause le fait qu'on puisse avoir le droit à des aides ou qu'on puisse toucher ses droits, que ce soit quand j'ai des abonnés qui sont au chômage, quand j'ai des abonnés qui ont des aides. Ces commentaires-là ne sont pas les bienvenus du tout. Donc merci aussi de le prendre en compte lorsque vous laissez un commentaire. Au niveau de leur organisation pour les courses, les parents de Nelly vont payer tout ce qui concerne l'AMAP et vont payer certaines courses d'épicerie aussi, tandis que Nelly va plutôt participer pour tout ce qui est achat de magasins bio, donc elle fait livrer depuis Bio C'est Bon des courses. Elle va également commander sur Casidomi et sur Greenwiz pour faire tout ce qui est achat alimentaire. Elle a une alimentation végane depuis peu, ses parents sont maintenant végétariens et donc dans le cas de ses parents ils mangent encore des œufs et du fromage, mais dans le cas de Nelly, son alimentation est 100% végétale. Ils ont par contre pas mal de frais liés aux achats carnés pour les 2 chiennes qu'ils ont. J'ai oublié de préciser que dans leur cohabitation, il y avait également 2 chiennes qui ont une alimentation du coup qui coûte plutôt cher. Donc c'est comme ça pour leur répartition. Nelly dépense 275 € par mois en moyenne. C'est un petit peu gonflé par les commandes de Bio C'est Bon, donc elle aimerait éventuellement diminuer un petit peu ce budget. Mais dans tous les cas, c'est aussi sa contribution au foyer en termes d'alimentation. Et toujours sur le plan alimentation, ils vont avoir quelques récoltes du jardin, quelques légumes, des herbes aromatiques et des amandes jardin dont Nelly s'occupe avec son père. Donc ça leur fait toujours de la nourriture gratuite. C'est pas 100% gratuit parce qu'on y met du temps et que des fois il faut forcément mettre de l'argent dedans. Mais en tout cas, c'est toujours plutôt rentable. Donc voilà pour la partie alimentation. Ensuite, elle va avoir 7,88 € de frais bancaires par mois. Ça, c'est quelque chose dont je parle presque à chaque fois dans mes vidéos quand il y a ces frais qui apparaissent. Parfois, ça peut être intéressant de passer chez une banque en ligne ou chez une banque gratuite pour ne plus avoir ces frais-là, parce que quand on regarde ce que ça fait à l'année, ça peut représenter beaucoup. Et en même temps, si c'est important pour nous, si on a une bonne relation avec son conseiller par exemple, si on a des avantages en particulier dans cette banque qui font qu'on a envie d'y rester, ou si on a besoin d'être accompagné aussi pour tout ce qui est financier, parce que c'est vrai que quand on passe sur des banques en ligne, on n'a plus forcément cet accompagnement. Ça peut tout à fait se comprendre de maintenir ce budget, mais c'est bien de savoir qu'il peut être enlevé si on en a envie, si on en a besoin et si c'est possible pour nous. Après, elle va avoir un abonnement à Spotify de 9,99 €. Elle envisage la possibilité de le regrouper avec celui de ses parents, donc ça peut être une très bonne idée pour diminuer les frais. C'est vrai que souvent, tout ce qui est abonnement, quand on paye pour une personne, c'est beaucoup plus cher par tête que quand on paye l'abonnement familial ou ce genre de choses. Je ne connais pas exactement les prix de Spotify, mais en tout cas, c'est sûr que ça fera une belle diminution. Si jamais, il y a aussi Split avec pas mal de i au milieu qui vous permet de partager votre abonnement avec des inconnus si vous n'avez personne avec qui le partager au quotidien. Mais voilà pour cette catégorie-là. Ensuite, en abonnement téléphonique, elle paye 16,99 €. Elle envisage de le renégocier. Donc c'est vrai que c'est toujours intéressant de renégocier ses abonnements. Si jamais les personnes sont inflexibles en face, on peut aussi aller ailleurs. Par rapport à l'opérateur, pour beaucoup de gens, c'est assez difficile de changer. Parfois, on a l'impression aussi qu'on va perdre notre numéro. Normalement, on garde notre numéro quand on change d'opérateur. On peut aller voir s'il y a des offres moins chères ailleurs. Après, il n'y en a pas tout le temps. Et ça dépend aussi de ce qui nous correspond. Ça dépend de ce qui passe comme opérateur par chez nous. Parce
que des fois on peut habiter dans une zone où il y a un opérateur qui ne capte pas très bien. Donc ça c'est toujours à prendre un petit peu en compte aussi et voir selon nos besoins en termes de gigas, en termes de plein de choses finalement par rapport à l'abonnement. Mais si on a la possibilité de le renégocier, ça peut être bien et c'est valable pour tous les abonnements, même pour l'assurance habitation, pour l'assurance de voiture, pour la box internet, enfin pour plein de choses comme ça, on peut toujours voir pour renégocier ou pour aller ailleurs ou résilier s'il y a des choses dont on a finalement plus vraiment besoin. Ensuite, Nelly a résilié son abonnement Weight Watchers, mais elle doit encore payer 12,45 € jusqu'à juin puisque c'était le temps d'engagement. Donc ça, c'est une dépense où certes pour le moment ça lui fait un peu payer alors qu'elle avait envie d'arrêter, mais au moins après ce sera arrêté et elle n'aura plus à être prélevée de cette somme. C'est pas une somme énorme, mais finalement quand on gagne moins de 1000 €, une dépense qui va à plus de 10 €, bah c'est pas rien non plus. Donc c'est vraiment bien de sa part qu'elle ait agi sur différents postes comme ça. Elle m'a indiqué qu'elle avait également résilié son abonnement à Nails Minute qui coûtait environ 10 € par mois. Donc ce genre de service ça peut être très bien si on en a besoin, si c'est quelque chose qui nous apporte du bonheur. 10 € par mois c'est pas énorme. Mais en même temps ça pèse aussi, donc quand on veut agir sur son budget, on peut le retirer. Ça c'est toujours à calculer selon le bénéfice que ça nous apporte dans notre vie en termes de bonheur, en termes de plein de choses, et ce que ça nous apporte de le retirer. C'est pour ça que je dis jamais qu'il y a quelque chose à retirer absolument de notre budget. On peut avoir un budget serré et garder certaines dépenses qui sont super importantes pour nous, même si elles paraissent déraisonnables aux yeux des autres. C'est quelque chose dont je vous parlais dans ma vidéo sur les 10 erreurs qui nous empêchent d'économiser. N'hésitez pas à aller la voir après celle-ci si jamais ça vous intéresse de voir ça. Ensuite, elle va avoir un budget cadeau d'environ 35 €. Dans le budget cadeau, elle va compter aussi le fait, par exemple, de temps en temps, elle invite ses parents au restaurant ou elle va acheter des bougies pour la maison et elle le compte là-dedans. Et après, il va y avoir la catégorie plaisir qui représente 80 €. Donc ça va être des sorties au pub de temps en temps, donc environ 2 fois par mois, les achats de cosmétiques, de crèmes, ce genre de choses, et les achats de livres aussi. C'est bien de garder un budget plaisir, surtout quand on a un petit budget et quand on en a la possibilité, bien évidemment, de garder le fait d'acheter des choses qui nous font du bien, qui nous font plaisir, de garder des sorties. La santé mentale, c'est essentiel aussi, c'est un poste hyper important, au même titre que l'alimentation ou les charges obligatoires, même si parfois c'est des points sur lesquels on va sacrifier quand on n'a vraiment pas le choix, mais quand on a la possibilité de les réintégrer ou de même préserver certains postes qui peuvent nous faire vraiment du bien et qui peuvent nous aider à aller mieux aussi quand on a des périodes où on va pas bien, c'est super important. Et même si aux yeux des autres des fois ça paraît pas forcément logique, si pour nous ça l'est, c'est important de le garder. Elle va avoir des dépenses de santé qui sont finalement assez importantes puisqu'elles représentent 162,30 €. Donc je les ai listées et je mets de mon carnet pour vous transmettre les informations en termes de chiffres. Dans tous les cas, ça apparaîtra aussi à l'écran dans le petit tableau que je vous mets en général sur le côté. Et donc du coup, elle va avoir les frais de mutuelle. Elle a la mutuelle MGEN renforcée. Je ne sais pas exactement à quoi ça correspond. Je suis très nulle en ce qui concerne les mutuelles, etc. Mais du coup, elle paye 55,50 € par mois. Elle va faire une séance par mois avec un ou une psychologue qui va lui revenir à 65 €. Elle a des achats paramédicaux non remboursés qui représentent en moyenne 30 € par mois. Donc elle va prendre par exemple dedans tout ce qui est complément alimentaire. Elle achète aussi la vitamine B12 pour sa famille. Donc ça c'est vrai que c'est important, du coup je le rappelle parce qu'on en parle dans la vidéo. Si vous ne mangez pas de viande, c'est important de se complémenter en vitamine B12, même si vous en mangez juste pas beaucoup. Si jamais ça vous intéresse, j'ai un lien en barre d'infos qui parle de la B12 que moi j'achète. On peut aussi se la faire rembourser. Moi je trouve que c'est pas forcément le format le plus pratique puisque généralement ça vient sous forme d'ampoule et que la prescription en termes de dosage n'est pas forcément adaptée quand on ne mange pas de viande, mais c'est aussi possible si vous avez des problèmes de budget. Sinon, il y a aussi des moyens d'avoir de la vitamine B12 gratuitement si vous avez des petits revenus ou sous certaines conditions financières. N'hésitez pas à aller voir le site Vive la B12 qui parle de ça en détail. Elle a aussi une pilule qui est un peu obligatoire puisqu'elle souffre également de troubles dysphoriques prémenstruels et qui revient finalement super cher puisqu'elle lui coûte 35,39 € tous les 3 mois, donc environ 11,80 € par mois si on lisse. Donc ça c'est vrai que c'est quand même assez cher, surtout quand c'est pas remboursé, mais ça fait partie des dépenses qu'elle a par rapport à sa santé. Ensuite, Nelly n'achète plus de lentilles de contact puisque c'était trop cher par rapport à son budget, et elle a également maintenant un budget lié à la cigarette qui est de 0 puisqu'elle ne fume plus depuis 5 ans, donc ça c'est vraiment génial. En termes de budget, dans tous les cas, même si elle fumait, les commentaires sur ce sujet auraient été malvenus aussi. C'est quelque chose qu'on adore critiquer chez les personnes qui ont un petit budget, le fait qu'ils fument, comme si c'était facile d'arrêter, alors que comme toute addiction, c'est super difficile d'arrêter et des fois ça va au-delà de la raison ou de la logique. On sait que financièrement ce n'est pas bon, mais c'est une addiction et comme toute addiction, c'est un peu plus compliqué que juste se dire « Ah ça coûte cher, j'arrête ». Mais en tout cas, vraiment bravo à elle d'avoir arrêté parce que c'est pas facile, et dans son
cas, c'est vrai que ça fait du bien au budget aussi de ne pas avoir cette dépense tous les mois. Également, elle n'a plus de dépenses liées à la salle de sport ou aux cours de yoga puisque depuis 3 ans, elle s'est acheté du matériel pour le faire elle-même à la maison pendant le confinement. Et également pour tout ce qui est mouvement et activité physique, elle a la colline et la mer pas loin. Ça me rappelle la situation de quelqu'un, ça. Et c'est vrai que ça permet aussi d'avoir accès gratuitement à de l'activité physique et c'est super important autant pour la santé mentale que pour la santé physique. Ensuite, 1 à 2 fois par an, elle va voir sa meilleure amie en Belgique, elle y va en train et ça lui coûte en moyenne 540 € par an. Donc ça c'est pareil, ça va dépendre des prix du moment, mais lissé sur l'année, ça fait 45 € par mois qui sont liés à ce budget-là. Donc c'est génial qu'elle puisse prendre ce budget aussi. Et elle va avoir quelque chose qui n'est pas forcément un budget précis pour des dépenses précises, mais c'est un budget imprévu pour les urgences, pour ce genre de choses, d'environ 100 € par mois qu'elle va épargner pour le ressortir si jamais il y en a besoin. Par exemple, récemment, son téléphone n'était plus fonctionnel, donc elle en a racheté un, elle a pris un portable à 200 € et forcément c'est une dépense qu'il faut sortir de quelque part et c'est bien de l'avoir budgétisé en avance, même si on ne sait pas exactement pourquoi on économise quand on se fait une petite épargne imprévue, il y a forcément des imprévus qui vont arriver et des choses auxquelles on pense pas du tout quand on prévoit son budget parce que c'est des choses qu'on n'a pas besoin de racheter tout le temps, mais parfois c'est bien de l'avoir en tête. C'est pareil si à un moment elle doit racheter quelque chose qui n'était pas prévu comme des vêtements ou des chaussures parce que quelque chose a lâché, ça peut aussi partir de ce budget pour compléter son budget plaisir par exemple. Ça lui fait donc un total de dépenses estimées qui est à 744 €, donc ça laisse à peu près 220 € par mois qu'elle peut mettre en épargne sur son LDD. Donc elle le fait en mettant chaque mois 52 € et elle augmente de 1 € par mois. Donc c'est quelque chose qui peut être motivant aussi de se fixer des petits objectifs même si c'est symbolique. Mais il y a pas mal de défis par exemple sur les réseaux sociaux qui existent avec des personnes qui n'ont jamais réussi à mettre de côté et qui donc décident de commencer par mettre 1 € par semaine et d'augmenter le montant qu'ils mettent de côté de 1 € par semaine. Donc ça veut dire que la semaine 1 de l'année ils vont mettre 1 €, la semaine 2 2 €, puis 3 €, puis 4 € et la dernière semaine de l'année ça obligera à faire un effort d'épargne de 52 €, ce qui fera plus de 200 € épargnés sur le mois de décembre par exemple, mais on peut tout à fait l'adapter à son échelle, le faire par mois. Il y a plein de manières de se motiver et des fois l'épargne c'est plus psychologique que concret et c'est pour ça par exemple que je vous dis que des fois rien que le fait de faire son budget et de voir où va son argent, c'est quelque chose qui peut rapporter sur le long terme beaucoup plus d'argent que de gagner plus d'argent si on arrive à bien gérer l'argent qu'on a déjà. Et des fois, juste avoir conscience des choses, ça aide énormément. Et c'est ce qui peut paraître illogique avec le budget parce que des fois, on peut juste voir des chiffres et se dire bon il y a ça comme dépenses, c'est logique, on doit s'en sortir et tout. Mais si derrière, psychologiquement, on a des craquages ou si on sait pas exactement où part notre argent ou s'il y a des choses en plus auxquelles on n'avait pas pensé, ça peut totalement faire varier ce qu'on avait imaginé si c'était pas forcément précis. Donc n'hésitez pas à faire votre budget. C'est un exercice qui demande un petit peu de patience, mais ça en vaut tellement la peine et vous n'êtes pas forcément obligé de le faire tous les mois, toute votre vie, d'y penser tout le temps, mais plutôt avoir une idée plutôt précise de vos dépenses, ça peut vraiment aider. Et donc il y a également 170 € qu'elle va mettre sur son LDD également. Elle m'a parlé que de LDD dans ses mails, mais je pense qu'elle pourrait être éligible au livret d'épargne populaire. Alors j'en suis pas sûre parce que je ne connais pas exactement sur comment c'est calculé ou quoi que ce soit, mais il est possible qu'elle y soit éligible et ça peut être très pratique puisque le livret d'épargne populaire a un rendement actuellement à plus de 6%, c'est vraiment rare pour un livret comme ça, et on peut y mettre jusqu'à 7000 € et quelques, je ne sais plus exactement combien, mais ça fait quand même un super rendement à l'année, et surtout finalement par rapport à sa capacité d'épargne, si elle pouvait mettre son épargne dessus et avoir chaque année de l'argent qui retombe dessus, ça peut être très motivant de toucher des intérêts, même si parfois, si on parle du livret A ou du LDD par exemple, ça ne lutte pas contre l'inflation. Moi je trouve qu'il y a quand même un petit côté satisfaisant à récupérer un petit peu d'argent sur ses comptes début janvier, c'est toujours ça et ça fait toujours plaisir. Pendant un temps, elle vendait aussi des tirages photos et ça lui permettait de compléter son épargne, mais pour le moment, elle a arrêté. Et au niveau de l'impression, c'était pas forcément rentable dernièrement, donc voilà, sur ce point-là, elle a quand même une bonne épargne par rapport à son budget. Alors certes, il n'y a pas de loyer à payer, mais il y a finalement des frais qu'elle a en plus qu'elle aurait pas forcément si elle vivait seule, peut-être qu'elle dépenserait moins en alimentation, et si elle avait un loyer à payer, je pense qu'elle aurait des APL au vu de ses revenus, donc ça compléterait aussi cette partie-là. Je trouve sincèrement qu'elle gère très bien son budget. Dans son mail, Nelly me disait qu'elle était un petit peu anxieuse par rapport aux réactions qu'il pouvait y avoir, par rapport au fait que son budget soit perçu d'une manière ou d'une autre, ou que les gens jugent par exemple le fait qu'elle soit privilégiée sur certains points, et elle me disait aussi qu'elle a toujours été plutôt dépensière et que c'est récent qu'elle essaye de faire attention, mais moi je trouve que son budget est vraiment bien géré, que
vraiment, c'est ce que je vous disais aussi dans une de mes dernières vidéos, c'est que se considérer comme dépensier ou comme économe, ça peut être très variable d'une personne à l'autre, parce que moi je trouve qu'elle a plutôt un budget de personne qui vraiment prend soin de ses finances et sait où elle met son argent et arrive à épargner tous les mois même si le revenu n'est pas énorme. Et même en n'ayant pas de loyer à payer, il y a énormément de monde qui profiterait d'être chez ses parents pour ne pas mettre de côté. Donc c'est vraiment génial qu'elle continue de mettre de côté et que ce soit aussi avec l'objectif de pouvoir aider ses parents si besoin plus tard. Je trouve que c'est un très bel objectif et que c'est une très belle mentalité dans laquelle elle est, de partage, de mise en commun avec ses parents, d'entraide. Il n'y a vraiment pas que l'aspect financier dans la vie, et parfois juste amener son aide à des gens pour leur diminuer leur charge mentale, ça peut être encore plus appréciable que de l'argent. Je pense par exemple à une situation qui n'a rien à voir, mais si quelqu'un vient d'avoir un enfant, de leur amener des plats, de faire en sorte de pas peser quand on vient chez eux, de pas être une charge et finalement amener le dîner ou amener des soupes ou amener des gâteaux, des collations. C'est des choses qui peuvent aider, proposer aux gens de faire le ménage chez eux si à un moment ils sont en galère, qu'ils s'en sortent pas, qui sont en dépression ou qui viennent d'avoir un enfant. Bah je pense que c'est des choses qui peuvent aider. Alors évidemment ça peut être plus ou moins bien reçu selon comment on connaît la personne, mais des fois je trouve que si on sortait de l'aspect uniquement ce que coûtent les choses, ce que rapportent les choses, mais aussi de tout ce qui n'est pas mesurable en argent, mais du temps qu'on peut amener aux autres pour leur libérer du temps, de l'entraide, du partage. Je trouve que ce sont vraiment des belles valeurs et je les ressens vraiment dans ce budget. Donc merci infiniment à Nelly de m'avoir partagé tout ça. Et donc au niveau des sommes actuelles qu'elle possède, je m'aide de mon petit carnet pour partager tout ça avec vous. Donc sur son compte courant, elle a actuellement 930 € et 83 centimes. Donc j'imagine que c'est pour couvrir les dépenses du mois et qu'elle épargnera plutôt en fin de mois. Parfois c'est mieux d'épargner en début de mois, c'est vraiment quelque chose que je conseille en général, de se faire un virement dès le début du mois, mais si on a un fonctionnement qui est différent, c'est très bien aussi. Mais si jamais par exemple vous avez toujours testé d'épargner en fin de mois et que vous n'y arrivez pas, n'hésitez pas à tenter d'épargner plutôt en début de mois, de pas forcément être trop ambitieux au niveau de la somme que vous mettez de côté et de mettre quelque chose de réaliste, et vous dire que si vous avez besoin de repiocher sur votre épargne, c'est pas grave, c'est juste un virement, c'est pas un échec pour le mois que vous venez de vivre ou quoi que ce soit, mais parfois ça peut aider à vraiment épargner et faire comme si cet argent on l'avait pas. Si on touche par exemple 1300 €, bah faire comme si on touchait 1200 € et se verser dès le début du mois 100 € en épargne, si on en a la capacité bien évidemment, parce que si on a 1300 € de charge ça ne marchera pas, mais vous voyez ce que je veux dire. Ensuite, elle a une enveloppe sur elle de 50 €, plus un petit peu de monnaie. C'est quelque chose qui la rassure beaucoup d'avoir cette petite somme en plus pour les imprévus. Elle va utiliser la monnaie pour payer le bus, pour donner des pourboires par exemple. Donc ça peut être bien, on fonctionne tous différemment par rapport à l'argent. Et des fois on a des choses comme ça qui nous rassurent. Et je trouve ça très bien qu'elle me l'ait indiqué ici. Elle a 7 € sur un livret d'épargne non utilisé. Donc elle m'a demandé ce que je pensais par rapport à ça. Donc ça dépend du livret. Moi vraiment je recommanderais de voir si elle a la possibilité d'ouvrir un livret d'épargne populaire. J'en parle fréquemment aussi, mais dans son cas elle n'a pas vraiment tendance à repiocher dans son épargne, donc c'est pas forcément nécessaire. Mais le PEL, donc le plan épargne logement, ça peut être sympa aussi pour plus ou moins bloquer son argent même s'il n'est pas réellement bloqué. Et sinon, bah, tant qu'on est dans des épargnes qui ne sont pas énormissimes, je trouve que c'est bien d'utiliser ce qu'on a à disposition. Donc le livret d'épargne populaire si on y est éligible, le livret développement durable et le livret A. Et après, quand ça dépasse, là c'est vrai qu'on peut se poser des questions au niveau de l'investissement qu'on pourrait faire de son argent. J'avais répondu à tout ça dans une FAQ que je vous mets par ici si vous voulez aller voir comment moi je gère mon épargne. C'est pas la méthode que je recommande pour tout le monde, mais en tout cas c'est ce que moi je fais. Elle a ensuite donc en épargne actuelle sur son livret développement durable 2650 €. C'est l'épargne qu'elle reconstitue après avoir tout perdu il y a environ 5 ans. Donc c'est génial, et je rappelle que ça fait pas longtemps qu'elle s'est remise à vraiment gérer son budget. C'est pour ça qu'on n'a pas quelque chose de proportionnel aux 200 € qu'elle peut épargner chaque mois sur 5 ans. Et c'est là qu'on voit aussi que par exemple dans 5 ans elle pourrait avoir une épargne plutôt pas mal avec ce qu'elle épargne actuellement. Et puis si par exemple elle aura quelques dépenses en moins avec Weight Watchers qui va partir, elle va renégocier son abonnement Spotify. En termes d'alimentation, elle aimerait revoir un petit peu son budget en enlevant les livraisons de Bio C'est Bon ou en les diminuant. Donc ça peut aussi être intéressant de voir ce qu'elle pourra épargner en fonction de ça, mais peut-être qu'elle aura des projets qui se grefferont au milieu de tout ça. D'ailleurs, je le précise parce qu'elle m'en a parlé dans son mail, actuellement elle n'est pas en capacité de travailler, ça veut pas dire qu'elle ne le sera jamais, ça veut pas dire qu'elle ne reprendra pas un job un jour si jamais elle s'en sent capable, un job salarié ou même une activité auto-entrepreneur.
ça n'exclut absolument pas tout ça, c'est juste bien qu'actuellement il y ait cette aide qui puisse lui permettre de vivre et de ne pas être en difficulté, qu'elle puisse aussi compter sur ses parents, mais ça ne veut pas dire qu'elle n'aura plus jamais de revenus générés par son activité, et c'est important de le préciser aussi, on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait, et personne n'est à l'abri, même si actuellement on a une très bonne situation, plein de choses peuvent changer, c'est pour ça que c'est bien d'anticiper. Il ne faut pas être pessimiste, mais toujours justement être un petit peu prévoyant pour pouvoir rester optimiste face aux problèmes qui peuvent arriver dans la vie, et aussi garder de la bienveillance envers les autres, et quand ils sont dans une situation qui n'est pas évidente, toujours leur souhaiter que ça aille pour le mieux ensuite pour eux, parce que c'est bien aussi de se mettre aussi à la place des autres et de se dire que c'est pas forcément évident tout le temps. Et également, quelque chose qu'elle possède aussi et qu'elle m'a mis dans cette liste, et je trouve ça trop intéressant qu'elle l'ait mis, c'est qu'elle a un bon d'achat de 21,90 € qu'elle a reçu à Noël, qui est à utiliser avant la fin de l'année, mais elle attend de voir dans quoi elle en aura besoin pour l'utiliser. Et c'est pour ça, quand par exemple elle m'a fait la remarque du fait qu'elle se trouvait plutôt dépensière, j'ai été assez étonnée. Moi je trouvais justement qu'elle avait une super gestion de l'argent et même des ressources qui ne sont plus vraiment de l'argent, puisqu'un bon d'achat c'est plus vraiment de l'argent, on peut pas le mettre sur son compte en banque, mais même ça, c'est vrai que les bons d'achat ça a tendance à nous pousser à consommer, et je trouve ça super intéressant. C'est un mécanisme qu'on a aussi avec mon copain, c'est pour ça que je me suis beaucoup retrouvée dans ce petit point. C'est que par exemple quand on a su qu'on allait déménager et qu'il allait nous falloir de nouveaux meubles, on a gardé tous les bons d'achat qu'on avait pu toucher. On a la chance avec nos métiers d'avoir pas mal de bons d'achat qui ont pu arriver sur l'année, mais on en a touché aussi en cadeau par exemple, et ça nous a permis d'acheter certains meubles sans faire sortir d'argent de notre compte, et c'est toujours appréciable je trouve. Ça fait comme si on vivait le cadeau plusieurs fois, on le vit au moment où on touche le bon d'achat et au moment où on achète quelque chose avec, donc je trouve que c'est plutôt sympa, et c'est assez intéressant qu'elle l'ait inclus ici dans son patrimoine total on va dire, puisque c'est vrai qu'elle a aussi ce bon d'achat qui lui permet de ne pas piocher de son enveloppe ou de son compte, et donc je trouve que c'est intéressant. Et donc c'est tout pour ce que j'avais à partager sur le budget de Nelly. Merci infiniment à elle de me l'avoir envoyé. Je suis sûre qu'il pourra inspirer plein de personnes, même si on n'est pas tous dans la même situation. Mais par exemple sur le fait de vivre chez ses parents, j'ai trouvé ça super bien qu'elle mette en avant finalement toutes les situations positives qu'elle a pu en tirer, et de voir le positif dans cette situation-là. Je pense que ça pourra inspirer du monde aussi à pas forcément culpabiliser dans quelque chose qui est considéré comme pas forcément valorisant dans la société, alors qu'en fait on peut le vivre d'une super bonne manière, et que c'est pas parce que pour certains c'est quelque chose qui serait pas bien vécu que nous on n'a pas le droit de bien le vivre. Et j'ai trouvé qu'il y avait tellement de points hyper inspirants dans son budget, donc merci beaucoup à Nelly. Et je sais que parfois des gens n'osent pas m'envoyer leur budget parce qu'il est pas forcément dans la moyenne, et c'est aussi ce que je trouve super intéressant avec le fait de parler du budget d'un abonné en particulier et d'une situation particulière, plutôt que de faire un tuto qui pourrait parler à tout le monde, parce que finalement ce sera jamais applicable à tout le monde. Il y a tellement de cas particuliers, de cas individuels, qu'on peut pas faire un tuto de dire bah voilà comment vivre avec l'allocation adulte handicapé, voilà comment vivre avec un SMIC, voilà comment vivre avec un SMIC et 2 enfants, bah vous faites ça, vous dépensez ça, vous achetez ça, parce qu'en fait c'est tellement particulier. Dès lors que quelqu'un a besoin d'une mutuelle un peu plus chère, dès lors que quelqu'un a des besoins alimentaires différents, si on a un enfant qui est allergique à quelque chose, il y a tellement de choses qui peuvent faire varier le budget, et c'est pour ça que moi j'adore vraiment travailler sur les cas particuliers. Et après on en tire ce qu'on peut en tirer, peut-être qu'on n'en tire rien du tout et que ça colle absolument pas à notre situation, mais en tout cas ça peut nous faire comprendre la situation de quelqu'un d'autre, et peut-être qu'un jour dans la vie on rencontrera quelqu'un qui a la même situation et ça nous permettra d'un petit peu mieux le comprendre. En tout cas moi je trouve que c'est ce qu'on peut tirer de ces partages d'expérience. Donc merci à tous ceux qui m'envoient des mails, même si je n'arrive pas à répondre à tout le monde, même si je n'arrive pas à faire le budget de tout le monde. J'espère que vous tirez quelque chose de ces vidéos, qu'elles vous plaisent en tout cas. N'hésitez pas à laisser un commentaire, que ce soit pour remercier Nelly d'avoir partagé son budget avec nous, ou que ce soit pour la soutenir, ou tout ce que vous voulez. Du moment que c'est bienveillant et constructif, c'est très bien. Et vous pouvez également mettre un like sur la vidéo ou vous abonner, là c'est moi que vous soutenez en faisant ça, puisque ça soutient énormément le référencement de ma chaîne, ça m'aide à vivre de ma passion qui est de faire ces vidéos, qui est de partager toutes ces choses avec vous, que ce soit autour de l'alimentation, de l'écologie, du budget. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ça me soutient vraiment beaucoup. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram, mon compte c'est Mûre et Noisette, et je poste pas mal de choses en story, donc ça peut peut-être vous plaire aussi. Moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!